Ok, j'ai une confession à te faire. Depuis près de 3 mois, ma stratégie ne fonctionne plus. Mon win rate est en chute libre. Je n'arrive pas à dégager une profitabilité sur les marchés. Depuis près de 3 mois, mon setup n'arrive plus. Je pourrais douter. Je devrais peut-être douter. En fait, en toute transparence, j'ai déjà douté. Mais je ne vais absolument rien changer à ma stratégie. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. On est enfin en février au moment où je tourne cette vidéo. Ce mois de janvier m'a semblé être une éternité. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus de 50 jours dans ce mois. C'était interminable. Qui dit nouveau mois, dit rétrospective du mois précédent. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble les résultats et les performances du mois de janvier. Dans cette vidéo, au programme, on va tout aborder en toute transparence. Mes performances et mes résultats clés sur le mois de janvier. Comment j'ai cramé ma deuxième propre firme ce mois-ci. On va replonger plus en détail sur l'évolution du price action sur le DAX. On va aller sur les graphiques et on va comprendre ça ensemble. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi ma stratégie ne fonctionne plus. Quels sont les aspects techniques, mathématiques et psychologiques qui affectent aujourd'hui la rentabilité et la performance de ma stratégie. Et enfin, on va essayer de comprendre comment cela m'impacte et comment je vais essayer d'adapter ma stratégie pour atteindre enfin cette rentabilité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur ma stratégie de l'OPR sur le DAX. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Moi, c'est Val. On est reparti pour un tout nouvel épisode dans la série Journal d'un trader. On se retrouve maintenant sur ma tablette pour analyser les performances et les résultats clés de mon mois de janvier. Donc je finis le mois de janvier encore en négatif, avec une perte de moins 3,4 R. Pour ceux qui me suivent depuis le mois de décembre, vous savez que j'ai terminé l'année 2025 et donc que j'ai commencé 2026 avec un drawdown de 5,4% sur mon challenge propre firme 10K chez FTMO. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les résolutions 2026 et sur ma vision pour cette année, vous savez que j'ai décidé à partir de janvier de doubler mon risque sur les marchés pour chaque position que je prends. L'objectif étant d'accélérer mon processus de validation de challenge propre firme et surtout d'accélérer le processus de levée de capital auprès de propre firme. Donc comme je l'ai dit, j'ai décidé de doubler mon risque sur chaque trade. C'est-à-dire qu'au lieu de trader comme je le faisais en 2025, 1% de risque par trade que je prends, c'est-à-dire que pour chaque trade que je prends sur les marchés, dans le cadre d'une validation d'une phase 1 d'un challenge propre firme, j'étais prêt en 2025 à risquer 1% par trade. Soit, sur mon challenge 10K ici, j'étais prêt à perdre 100 $ pour chacune de mes positions. À partir de janvier 2026, j'ai décidé de doubler ce risque. Donc mon R max n'est plus de 1%, mais de 2%. C'est-à-dire que sur chaque position que je prends, je ne suis plus prêt à perdre 100 $, je suis prêt à perdre 200 $. Donc j'augmente, je double mon risque sur les marchés pour chaque position que je prends. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Comme je l'ai dit, l'objectif est d'accélérer la validation de mes propres firmes. Je ne veux plus consacrer 10 mois, 8 mois, 4 mois sur un challenge pour essayer de passer la phase 1. Je sais trader, je connais ma stratégie, je connais mon edge. Ça fait plus de 1 an que je trade avec cette stratégie. J'ai encodé près de 500 trades dans mon backtest. J'ai une connaissance suffisante de ma stratégie pour pouvoir justement me permettre de risquer beaucoup plus par trade. Comme je l'ai dit, 2026, c'est l'année où je scale. Et justement, je veux scaler vite et fort. Et je peux me le permettre parce que justement, j'ai près de 2 ans de data dans mon backtest et j'ai surtout une année d'ancienneté derrière les écrans chaque jour pendant près de 1 an. Alors évidemment, si je double mon risque sur les marchés, j'ai droit à une marge d'erreur qui est beaucoup plus faible. En effet, lorsqu'on essaie de passer la phase 1 d'un challenge propre firme, on a droit à un drawdown cumulé de moins 10%. Lorsqu'on trade avec 1% par trade de risque, donc un R max qui est égal à 1%, on a droit à 10 trades perdants consécutifs avant de cramer sa propre firme. Dans mon cas, vu que je double mon risque sur les marchés et que mon R max passe à 2%, vous comprenez mathématiquement que je n'ai droit qu'à perdre 5 trades consécutifs avant de cramer ma propre firme. Alors certes, je peux la cramer beaucoup plus vite, mais je peux aussi la valider beaucoup plus vite. Et c'est là tout l'intérêt de scaler plus vite et de scaler plus fort. Comme je l'ai dit, je suis OK avec ça. Je suis OK avec l'idée de perdre ma propre firme. J'ai fait ce travail mental sur toute l'année 2025 où j'ai accepté que la perte que les pertes faisaient partie intégrante du trading et donc j'ai accepté aussi l'idée de perdre des sous sur les marchés et que ça faisait partie de mon plan d'avoir X pertes d'affilée. Et donc j'acceptais le risque aussi de cramer une, deux ou plusieurs propres firmes avant de pouvoir lever des fonds. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en effet, j'ai un RR total cumulé à la fin de mon mois qui est de moins 3,4 R. En réalité, il faut multiplier ce résultat par 2, tout simplement parce que mon R max est à 2%. Donc en conclusion, ce mois-ci, officiellement, je n'ai pas vraiment perdu 3,4 R, 3,4%. J'ai perdu 6,8 R, 6,8
Alors pourquoi est-ce que je calcule ça uniquement comme si mon Rmax est égal à 1? C'est tout simplement parce que lorsque je serai en phase 2 de mon challenge, je risquerai 1%. Et lorsque j'aurai validé ma propre firme, très probablement que je traderai avec 0,5% par trade. Donc pour essayer de lisser et d'avoir un résultat cohérent sur mon equity curve, j'ai décidé de prendre comme donnée un Rmax, un R est égal à 1%. Ça va se lisser dans le temps. Donc en effet, en réalité, j'ai du coup perdu 6,8 R. Et donc vous comprenez ici que j'ai perdu ma propre firme ce mois de janvier. Comme vous savez, j'avais un drawdown de moins 5,4% quand j'ai commencé ce mois de janvier. Évidemment, avec une performance négative à la fin de mon mois de moins 6,8% sur mon challenge, bien évidemment, j'ai fini par cramer mon compte et à perdre cette propre firme. Alors, dans la foulée, j'en ai repris une. On remarque que mon win rate ici est à 20%. C'est extrêmement faible. Il faut savoir que ma stratégie a un win rate moyen. Lissé sur mes 500 trades que j'ai encodés dans mon backtest, j'ai un win rate moyen de 60%. Ici, on est donc bien en dessous de ma performance moyenne sur ma stratégie. 20%, c'est que dalle et c'est ce qui m'a tué ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai pris 5 trades. J'ai eu donc 5 positions sur ce mois de janvier. C'est plutôt faible, mais c'est aligné avec mes résolutions 2026. En effet, dans la vidéo précédente qui aborde mes résolutions et ma vision pour 2026, mon objectif était de réduire drastiquement le nombre de positions que je prenais sur les marchés. Ici, c'est chose faite. Au lieu de prendre 10 ou 15 trades comme j'avais l'habitude de le faire les mois précédents, ici, je me suis restreint grâce au fait que j'ai optimisé ma stratégie. Ça me permet de trader moins, mais de trader mieux. Trader mieux, c'est une bonne blague quand on voit les résultats de ce mois-ci, mais bon, soit, c'est comme ça. Donc, 5 positions qui ont été prises, un trade gagnant, 4 trades perdants. Le trade gagnant, vous pouvez voir qu'il est de 1 R, tout simplement parce que c'est un trailing SL. Ça fait partie de ma stratégie, donc quand je rentre en position et que le marché part, dès qu'il touche les 2 R, donc les 2% de performance, dans ces conditions-là, moi je remonte mon stop loss en stop profit et je le remonte à 1 R automatiquement. Donc dès que mon trade touche les 2%, moi, je remonte mon stop loss en stop profit à 1%. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, dès qu'on touche les 2%, moi, je sors dans tous les cas en profit sur ma stratégie. Ça me permet de réduire drastiquement le nombre de BE ou le nombre de stop loss et ça permet aussi de toujours avoir un edge gagnant en quelque sorte dès que je prends une position. Finalement, qu'est-ce qu'on voit ce mois-ci? C'est que je n'ai eu aucun TP. Dans le cadre de ma stratégie, je trade très souvent du 1 pour 5, c'est-à-dire que je target 5 R pour chaque position que je prends. Donc, je suis prêt à risquer 100 $ pour en gagner 500. Avec un Rmax de 2%, je suis prêt à perdre 200 $ pour en gagner 1000. Ici, qu'est-ce qu'on voit ce mois-ci? C'est que je n'ai eu aucun TP. Je n'ai eu aucun trade qui a touché les 5%. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à partir du 4e trade ce mois-ci, j'ai perdu ma propre firme. J'en ai repris une à la fin du mois et j'ai fini en négatif à moins 2% sur cette propre firme. Alors, autre chose, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce mois-ci, la plupart de mes trades ont été répartis sur 3 jours. Mercredi, jeudi et vendredi. Globalement, ces 3 jours, ces 3 journées de trading sont les plus rentables et les plus profitables dans le cadre de ma stratégie. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que même si tous mes trades ont été concentrés sur les 3 jours où j'ai le win rate le plus important dans le cadre de ma stratégie, je n'ai pas réussi à concrétiser des trades gagnants. Je n'ai pas eu d'opportunités qui m'ont permis d'avoir des TP ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur l'overview un peu plus détaillé des trades que j'ai pris ce mois-ci? La première chose, c'est qu'en effet, j'ai eu un trailing SL, donc un trailing stop loss. On voit que ça n'a pas été suffisant pour combler les 4 pertes que j'ai eues par après. Habituellement, dans le cadre de ma stratégie, mes trailing stop loss couvrent systématiquement et entièrement, la plupart du temps, mes pertes. C'est l'avantage que j'ai, c'est le edge que ma stratégie m'apporte. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on constate? C'est que je n'ai pas eu suffisamment de trailing SL pour venir combler mes pertes. Je n'ai pas eu suffisamment de trailing stop loss et je n'ai pas eu du tout de TP pour pouvoir remonter la pente et couvrir entièrement les 4 trades d'affilée que j'ai eu négatifs, que j'ai eu en perte. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à dégager une performance sur les marchés malgré le fait que j'ai appliqué mon plan. C'est quelque chose qu'on peut voir ici. J'ai en effet, sur les 5 trades que j'ai pris, 5 trades qui respectent 100% mon plan, mon processus. Dans ma vidéo justement sur mes résolutions 2026, c'était
quelque chose que j'ai mentionné. C'est quelque chose que je cherchais à optimiser, en tout cas pour cette année 2026. Mon focus n'était pas sur les résultats que j'allais faire, sur mes performances que j'allais faire à la fin de mon mois, ou à la fin de ma semaine, ou à la fin de ma session de trading. Mon focus, à partir de 2026, est sur le processus. L'objectif étant d'être le plus irréprochable possible, de prendre 100% des trades qui respectent ma stratégie. L'objectif est de dévier le moins possible de mes conditions d'entrée, de mes conditions de trading avant d'entrer en position. Ce mois-ci, j'ai été 100% irréprochable. Il n'y a aucun trade qui a été hors plan. Et ça, c'est une réussite pour moi. C'est une réussite pour moi, c'est une vraie victoire. Pourquoi? Parce que, en effet, on voit déjà que le mois n'a pas été favorable. Les conditions de marché n'étaient pas favorables à ma stratégie. Il n'y a pas eu d'opportunité à 5R de TP qui me permettait de rattraper ou de combler des pertes ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir été irréprochable, le fait d'avoir pris que des trades dans le plan, c'est quelque chose qui me garantit déjà de ne pas creuser encore plus mon drawdown. Imaginez si à cette performance, on avait rajouté des trades où j'ai pris des positions hors plan, imaginez à quel point les résultats auraient pu être drastiquement pires. Mais alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dégager une profitabilité sur les marchés? Je prends 100% des trades de façon la plus irréprochable possible, je respecte mon plan et je n'arrive pas à dégager un résultat, une performance positive à la fin de mon mois. On va essayer de vous apporter des réponses sur les graphiques. On va plonger maintenant ensemble sur TradingView et sur le graphique du DAX pour essayer de comprendre l'évolution du price action sur ce mois de janvier. Comme je l'ai dit, maintenant on se retrouve sur TradingView pour essayer de comprendre l'évolution du DAX sur ce mois de janvier. Le DAX, c'est l'indice allemand qui regroupe les 30 ou les 40 plus grosses capitalisations boursières en Allemagne. C'est l'équivalent du CAC 40 en France ou du BEL 20 en Belgique. Et donc le DAX, c'est l'actif que je trade tous les matins sur la session de Londres avec la stratégie de l'OPR. Ok, donc là on se retrouve sur TradingView, on est en monthly, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois. Qu'est-ce qu'on constate ici sur le DAX en monthly? C'est qu'on est dans un range. Le range, il dure depuis, je dirais, juin 2025, donc ça fait près de 6 mois, maintenant 7, que le DAX est coincé entre deux bornes, une borne haute et une borne basse. C'est donc la borne haute qui est ici et la borne basse qui est ici. La particularité, c'est qu'on avait ici ce mois de décembre une très belle bougie d'impulsion. On voit qu'on a un corps de bougie qui est très étendu. On est dans une phase impulsive, on est dans une phase d'expansion plutôt à la hausse. Et donc cette bougie de décembre 2025 m'a donné l'impression qu'on allait casser en janvier le range à la hausse. Je m'attendais, au vu de la configuration de cette bougie haussière de décembre, qu'on allait avoir un mois de janvier qui allait lui aussi être haussier. Je m'attendais à ce qu'on fasse un nouvel ATH, chose qui a été faite ici en effet. Je ne m'attendais pas par contre à avoir cette bougie dégueulasse ici pour ce mois de janvier. Alors on va essayer de comprendre un peu plus en détail après pourquoi. Mais en tout cas, au niveau du price action, qu'est-ce qu'on voit? C'est que en effet, on a eu cette belle bougie d'expansion en décembre et puis on se retrouve avec une bougie d'hésitation, une bougie de retournement. On appelle ça un doji. Un doji, c'est vraiment une bougie où on a une forme ici de corps de bougie qui est très aplati et des mèches qui sont conséquentes. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a vraiment eu une bougie de rejet vendeuse dès qu'on est sorti, dès qu'on s'est extrait de ce range. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Je m'attendais plutôt à une continuation haussière. Moi, l'objectif était d'aller chercher plutôt des targets de continuation un petit peu plus haut. Je voudrais revenir un peu plus en détail sur la composition de cette bougie monthly. Peut-être si vous êtes débutant, cette bougie ne vous dit rien. Pour les traders un peu plus avancés, donc c'est un doji, c'est une bougie d'hésitation. On voit que finalement, on est venu s'extraire de la bougie précédente, on est venu la dépasser et on est venu reclôturer dans le corps de bougie du mois précédent. C'est symptomatique d'un retournement, d'un reversal, où justement on a ici un rejet du prix, du price action, plutôt ici à la baisse. Je voulais revoir avec vous aussi la composition de cette bougie et on verra plus en détail lorsqu'on zoomera dans des unités de temps beaucoup plus faibles, donc en weekly notamment. Ces bougies sont caractérisées par une ouverture du mois qui se fait plus ou moins à cette ouverture-ci. On a une phase haussière qui permet de venir mècher ici et donc qui est venu nous permettre de faire un top de marché, un nouvel ATH. Ensuite, on a une phase de correction, de retracement, ce qui nous donne cette mèche au niveau du bas de cette bougie, au niveau du bas de ce doji. Et ensuite, on a une clôture qui se fait plus ou moins au même niveau que le prix d'entrée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a eu une tendance qui était haussière sur le mois et ensuite on a eu sur cette phase d'expansion une entrée massive d'acheteurs, d'investisseurs, d'institutionnels qui ont soutenu le prix à la hausse. C'est-à-dire qu'en effet,
toute cette hausse a été renforcée par des acheteurs qui ont soutenu le prix jusqu'à atteindre évidemment le sommet qu'on a ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu un retournement, un reversal. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment dans le mois, les vendeurs ont pris la main et ont eu une pression vendeuse forte. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, à partir de la TH et des tops qu'on a pu faire ici dans le haut de cette mèche, on a eu une pression vendeuse. On a eu une sortie des capitaux financiers. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce reversal et cette force vendeuse et cette sortie de capitaux financiers sur ce mois de janvier? Ça s'explique par plusieurs raisons. On peut expliquer ça sur les aspects plutôt géopolitiques. Premièrement, ce mois-ci a été un mois dicté par les menaces de Trump sur le Groenland. Ces menaces ont été prises très au sérieux et du coup les Européens ont en retour imposé ou voulu imposer des tarifs douaniers justement en réponse à ces menaces. Évidemment, les marchés détestent l'incertitude et donc c'est venu rajouter un stress sur les marchés financiers et principalement sur les marchés européens. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a un risque accru de conflit entre les États-Unis et l'Iran. C'est quelque chose qui s'est fortement matérialisé ce mois-ci et qui est venu rajouter un stress sur les marchés financiers. Ça s'est vu notamment sur le prix du pétrole qui a drastiquement augmenté sur ces dernières semaines. Évidemment, l'Allemagne qui est très tributaire et très dépendante des hydrocarbures importés de l'étranger pour faire tourner son industrie, évidemment, si les prix du gaz et les prix du pétrole augmentent, ça vient rajouter un stress sur l'industrie allemande et sur l'industrie européenne de manière générale. Et justement, ceci explique pourquoi les marchés ont retracé rapidement et violemment sur ce mois de janvier. Troisièmement, on a eu l'emprisonnement du président du Venezuela par les États-Unis. C'est venu rajouter une forme d'incertitude sur ce mois de janvier. Et quatrièmement, on a eu la bulle sur les métaux précieux. Qu'est-ce qu'on a vu ce mois de janvier? On a vu une bulle spéculative sur l'or, le platine, l'argent, le cuivre, etc. Les prix sont montés de façon déraisonnée. On a observé une sortie des capitaux et un flux vendeur massif sur les actions et sur les cryptos pour pouvoir notamment soutenir cette bulle spéculative et entrer sur les marchés des métaux précieux. Ça, c'est quelque chose qui a été observé et qui est très certainement corrélé aussi avec les 3 points précédents qui rajoutent en fait une forme d'incertitude géopolitique sur les marchés. Les marchés détestent l'incertitude. On a constaté aussi que le VIX, qui est l'indice de volatilité sur le S&P 500, a également augmenté à nouveau sur ce mois de janvier, ce qui vient rajouter encore de l'incertitude et du stress et des doutes pour les investisseurs institutionnels. Et donc on comprend pourquoi finalement le DAX a été fortement impacté de façon si brutale et si rapide sur ce mois de janvier. Yes, alors comme je l'ai dit en weekly, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a eu ces 2 premières semaines qui ont été haussières. On a eu cette 3e semaine de janvier qui a été plutôt hésitante. On a eu donc ici ce reversal. On a eu en fait ce doji qu'on a eu, donc cette forme ici qui était symptomatique de la bougie de janvier. On voit qu'on la reconstate à nouveau en weekly. Il faut savoir que le marché est fractal, donc ce qu'on constate au niveau du price action, au niveau des bougies en mensuel, on peut les constater en weekly, on peut les constater en daily, on peut les constater en 5 minutes, en 2 minutes, etc. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a ce sweep and close, on est venu aspirer la liquidité et on est venu clôturer dans la bougie de la semaine précédente. Alors on a eu ces donc 2 bougies d'impulsion haussière, on a eu cette bougie de retournement et ensuite on a eu cette correction vendeuse les 2 dernières semaines du mois de janvier. Alors je vous avais dit de bien vous rappeler la schématique qu'on a abordée un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici on a le prix d'ouverture, on est venu faire un plus haut, on est venu refaire un plus haut. On est ensuite venu corriger pour faire un plus bas, c'est ce chose qu'on a fait, et on est venu clôturer au niveau de l'ouverture de marché. Et donc c'est ce qui fait qu'on a systématiquement ce type de price action lorsqu'on a des bougies de doji. Donc finalement cette structure qu'on a eue ici, ces 2 premières semaines haussières, cette 3e semaine qui était plutôt hésitante et de retournement, et puis ces 2 dernières semaines qui sont des semaines haussières, c'est quelque chose que je constate aussi au niveau de mes trades. Donc si je reviens sur mon récapitulatif du mois de janvier sur les trades pris, donc la première semaine on a eu une position acheteuse, on a eu un long. Ça c'est quelque chose, donc j'étais vraiment dans la tendance, je n'ai pas eu d'opportunité la semaine 2. Ensuite on a eu cette semaine 3 qui était la fameuse semaine de reversal, de retournement sur le marché. J'étais toujours dans mon biais haussier, finalement j'ai été stop loss. Donc là, j'ai commencé à comprendre en effet que le prix se retournait et qu'on était dans une configuration de marché qui changeait tout doucement. Et ensuite, on a eu
sur cette fin du mois de janvier, mes 3 dernières positions qui ont été vendeuses. Donc j'ai changé mon biais à partir de la 3e semaine de janvier et j'ai commencé à adapter mon biais, ma vision, et j'étais plutôt à la recherche de positions vendeuses, donc de short sur les marchés. Malheureusement, j'étais dans la tendance, j'avais bien compris ce retournement de marché, j'avais des trades 5 étoiles, j'avais les trades qui respectaient parfaitement mon plan. Je n'ai pas eu de réalisation concrète sur les marchés. C'est quelque chose qui arrive et c'est OK. Alors, si maintenant on passe en daily, là, c'est plus intéressant encore. On voit qu'on a eu sur ce mois en effet de janvier cette première phase qui était haussière. Ensuite, on a eu cette première jambe de correction. On est venu rebondir dessus et puis on est venu recorriger encore. Soit on repart désormais à la hausse, soit on vient recorriger plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc en daily, on voit en effet qu'on a un retest de la résistance qui est devenu support, comme je l'ai dit. Finalement, en weekly, on ne le voyait pas forcément et en monthly non plus, on restait sur ce support. Ici, en daily, on voit quoi? On est venu réintégrer donc, cette résistance, on est venu réintégrer le range. Ce n'est pas quelque chose que je voulais voir, mais c'est quelque chose qui se passe en effet. Alors, on a aussi au niveau donc, du daily un break de cette trendline. Donc, on avait cette trendline qui supportait le prix depuis un certain temps. Et on voit qu'on a eu une touche, 2 touches, on a rebondi dessus et finalement on a cassé à la baisse cette trendline haussière. Et donc on s'attend maintenant à 2 réactions. Comme je l'ai dit, soit on s'attend à un retournement haussier dans cette première zone d'OTE qui est pour moi le premier arrêt, qui est la première zone d'intérêt où on pourrait avoir une réaction positive du prix pour aller rechercher donc tout simplement ces zones d'extension que j'avais identifiées donc, dans cette box rouge. Soit on peut avoir un retracement plus profond dans la zone d'OTE, donc du mouvement global de cette impulsion haussière. Et donc là, on pourrait en effet corriger un petit peu plus profondément. Et là, en fait, on aurait une forme de target AB égale CD. Et donc on arriverait en effet parfaitement donc, dans cette zone d'OTE. Si on prend donc les vagues d'Elliott, on pourrait s'attendre en fait ici en effet à une vague de retracement un peu plus profond. Mais ça, on ne sait pas encore. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà les idées, j'ai déjà les informations, j'ai déjà l'évolution du prix. Mais au moment en tout cas où j'ai pris ces positions, c'est les constatations que j'ai pu faire. Je m'attendais soit à un retracement plus profond, soit à un retracement dans cette zone d'OTE avant d'aller chercher des plus hauts. Comme vous le savez, ma stratégie ne délivre pas de résultats sur ces 3 derniers mois. On se situe bien en dessous des performances moyennes au niveau du win rate, au niveau des RR moyens. On est bien en dessous des performances habituelles de mon backtest. Si on regarde les données de mon backtest sur les 12 derniers mois, sur toute l'année 2025, qu'est-ce qu'on constate? Ok, donc premièrement, on constate que mon win rate diminue drastiquement sur les derniers mois. C'est accompagné aussi de mon nombre de wins. En effet, on constate que le nombre de trades gagnants, lui aussi, diminue sur ces derniers mois. Et c'est accompagné aussi du coup de mon RR total cumulé à la fin de chacun des mois. On constate aussi que ce dernier diminue sur ces précédents mois. En soi, avoir un win rate qui diminue, avoir un nombre de trades gagnants qui diminue, ce n'est pas très grave tant qu'on reste profitable à la fin du mois. Par contre, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les mois de novembre et de janvier 2026 sont des mois négatifs. Sur 13 mois encodés dans mon backtest, je n'ai eu aucun mois négatif, sauf ces 2 mois-là. Ceci s'explique par le fait que depuis le mois de novembre, je n'ai aucun TP qui a touché 5R sur ma stratégie. C'est-à-dire que le marché ne m'a donné aucune occasion qui répondait à mes conditions d'entrée pour pouvoir prendre un trade à 5R. Je n'ai pas eu d'occasion de prendre 5R sur les marchés ces 3 derniers mois. Et ça, on le voit au niveau du nombre de R que j'ai pu prendre sur les derniers mois, 0. Et ça se voit aussi au niveau donc, de l'occurrence de ce setup à 5R. Je n'ai eu aucune occurrence de ce setup sur ces 3 derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'on voit plutôt? C'est que finalement, les wins, les trades gagnants que j'ai eus ces derniers mois, sont donc, sur ces 3 derniers mois, sont donc principalement des trailing stop loss. C'est-à-dire des trades où je fais 1% de gain par trade. La profitabilité, la rentabilité que je peux avoir dans mon mois vient principalement des TP que je fais à 5R. Évidemment, si ce setup n'apparaît pas sur les marchés, si le marché ne me permet pas de prendre des trades à 5R, ma performance chute drastiquement. Et c'est quelque chose qu'on voit de façon symptomatique sur ces derniers mois.
C'est ce qui explique notamment que novembre, décembre et janvier sont des mois où mon win rate est très faible, je n'ai aucun trade qui font TP, je n'ai que des trailing stop loss et des pertes, et donc ce qui explique pourquoi est-ce que j'ai 2 mois perdants sur ma stratégie. Là, on est juste sur les aspects liés à ma stratégie. Par contre, il faut intégrer aussi le fait que moi je travaille, j'ai un boulot sur le côté, et donc je ne peux pas être tous les jours derrière les écrans. Je ne suis pas 100% derrière les écrans, je ne peux pas show up tous les jours. Quand on vient rajouter cette variable-là en plus, on vient intégrer une forme de variabilité, une forme d'aléatoire dans mes statistiques. Ce qui fait que potentiellement, je peux rater des journées où je fais un trading SL, où je fais potentiellement un trade gagnant. Il n'y en a pas eu ces 3 derniers mois, mais potentiellement ça peut arriver. Donc évidemment, si mon occurrence de mon setup à 5R diminue, voire devient nulle, évidemment, il se peut que potentiellement, je manque des opportunités ou je rate des trades qui tapent un R ou qui tapent 5R. Et donc évidemment, ça vient rajouter une pression, un stress sur ma rentabilité et sur mes statistiques et mes performances à la fin du mois. Alors, si on essaye de comprendre la logique mathématique derrière, c'est assez simple. Donc comme je vous l'ai dit, mon win rate moyen sur ma stratégie est plutôt de 60%. Quand je trade à 60%, peu importe le risque to reward que je peux avoir avec ma stratégie, je suis toujours profitable. Ça veut dire que si je trade du 1 pour 1, ce que je ne recommande pas, je suis profitable lorsque je trade avec un win rate de 60%. Moi, ma stratégie, c'est que je trade avec un risque to reward de 1 pour 5. Donc je suis extrêmement profitable avec un win rate de 60% et un risque to reward de 1 pour 5. Qu'est-ce qu'on constate ces derniers mois ? C'est que mon win rate tend à diminuer et à descendre en dessous des 30%. Ça a notamment été le cas pour le mois de novembre et le mois de janvier. Quand on descend sous les 30%, là on voit que pour atteindre une profitabilité sur les marchés, il faut avoir un risk to reward supérieur à 3 pour pouvoir dégager une profitabilité sur les marchés. Moi, la difficulté qu'on observe sur ces 3 derniers mois, c'est que je n'arrive pas à faire de TP qui touche 5R. Donc, je n'arrive pas à avoir un risk to reward de 1 pour 5. Si je prends en compte uniquement le fait que sur ces 3 derniers mois, mes seuls trades gagnants sont des trades qui font trailing stop loss, donc qui font 1R, c'est-à-dire que j'ai potentiellement un risk to reward moyen de 1 pour 1. Évidemment, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'avec un risk to reward de 1 pour 1, quand je fais entre 20 et 30% de win rate, je suis perdant. Ce qui explique pourquoi les mois de novembre et de janvier 2026, j'ai été en négatif sur ma stratégie. Si on prend un autre exemple, donc le mois de décembre, on voit que j'ai un win rate ici de 50%. Je finis en positif, même malgré le fait que je n'arrive pas à avoir de trade qui touche 5R. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand je suis avec un win rate de 50%, même si je ne prends pas de trades qui font 1R, donc avec un risk to reward de 1 pour 5, et que je ne prends que des trades qui font du risk to reward de 1 pour 1, eh bien on est plus ou moins profitable sur les marchés, ou plus ou moins on clôture au moins à minima à break-even. C'est ce qu'on observe en tout cas pour le mois de décembre. Donc évidemment ça c'est une explication mathématique qui explique pourquoi je n'arrive pas à dégager une profitabilité ces derniers temps sur les marchés. Maintenant on peut essayer d'avoir une logique plutôt technique liée au price action et à l'évolution du prix sur le DAX. Donc ça, c'est le graphe weekly qu'on a pu observer tout à l'heure sur TradingView. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans un price action qui est dégueulasse. On voit que depuis, on est dans un range qui dure depuis près de 6 mois maintenant. On constate aussi qu'on n'a pas de belle bougie d'impulsion. On avait une très très belle bougie haussière. On avait une nouvelle bougie haussière ici sur le mois de décembre. Pendant tout ce laps de temps, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a des bougies qui sont plutôt des bougies en forme de doji. Non seulement on est dans un range, donc on est dans un marché qui n'est pas directionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'impulsion haussière marquée ou d'impulsion baissière marquée. On est dans un range qui fait qu'on est coincé, comme je l'avais dit précédemment, entre deux bornes. Ici, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On est dans un price action qui est extrêmement vicieux. On vient chaque mois prendre les extrémités du mois précédent. Donc comme je l'ai dit, c'est symptomatique d'un range, c'est qu'en fait le marché
vient chercher les liquidités. On dit toujours que le marché se déplace de liquidité en liquidité. C'est ce qu'on voit ici. On vient chaque fois chercher les previous monthly high et les previous monthly low. On vient chaque fois chercher les liquidités aux extrémités pour ensuite venir s'extraire à nouveau. Donc, c'est un marché qui est manipulateur. C'est un marché qui est en fait que j'appelle moi en liquidity hunting. Donc, on vient chasser la liquidité de bougie en bougie. C'est extrêmement peu lisible, c'est extrêmement compliqué à trader. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un marché qui est directionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut éventuellement constater? C'est que peut-être que ma stratégie sur mon backtest est rentable, elle est viable et elle est profitable dans les phases d'extension. Peut-être que potentiellement, je dis bien potentiellement et je prends des guillemets, peut-être que ma stratégie est moins rentable, moins profitable dans les phases de consolidation. Alors, ma stratégie, elle repose sur de belles échappées, de belles cassures de l'OPR et plutôt donc, dans une vision de trading intraday. Donc moi, très souvent, je viens chercher ces extensions positives ou enfin ces extensions à la hausse ou à la baisse en cassure d'OPR. Et donc moi, je bénéficie, je profite de cette direction, de cette impulsion sur la journée. Évidemment, lorsqu'on est dans un marché qui range, on n'a pas ce côté directionnel, ce côté impulsif. On est plutôt dans un marché qui ne fait pas des mouvements conséquents et donc il y a moins d'opportunités à saisir en termes de 5R. Donc ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que mon setup à 5R ces derniers mois ne se présente pas ou peu. Et donc par conséquent, mes stop loss et mes trailing stop loss, eux, augmentent. J'ai plus de probabilité de venir me faire sortir ABE en stop loss ou en trailing stop loss à plus 1R quand on est dans un marché qui est comme celui-ci où on vient chasser sans cesse les liquidités au nord et au sud. C'est ce qui explique que ma stratégie fonctionne un peu moins bien depuis juin, que j'ai un peu plus de mal du coup à avoir un biais très clair sur les marchés. Et ça, en fait, les gars, on ne sait pas le voir avec un backtest. On ne sait le voir qu'avec l'ancienneté, qu'avec l'expérience et qu'avec le temps qu'on passe sur les graphiques. Donc ça, ma stratégie, elle ne me dit pas, en effet, que je suis plus profitable ou moins profitable en période de range ou de consolidation. Ça, c'est seulement le fait de passer mon temps sur les marchés et d'avoir cette ancienneté, cette expérience au fil du temps, au fil des mois, qui commence à se construire. Mais alors, que faire, tu vois? Est-ce qu'il faut changer de stratégie? En reprendre une autre? Est-ce qu'il faut éventuellement l'adapter? Est-ce qu'il faut peut-être trouver un autre actif qui est plus directionnel, moins en range? Comment finalement ne pas douter? Comment finalement ne pas remettre en question, remettre en cause toute sa stratégie, tout son backtest, toute son ancienneté sur 1 an, 2 ans? Finalement, tu vois, comment ne pas se faire dépasser par ses émotions, comment ne pas être perturbé dans sa stratégie, dans sa confiance en soi, dans sa confiance en son plan, comment finalement ne pas avoir sa psychologie et son mindset qui commencent à se fissurer parce que les conditions de marché ne sont pas aussi favorables que précédemment. Alors, reste bien accroché à la vidéo parce qu'on va voir ça juste après. Tu vois, dans une telle situation, un trader débutant pourrait commencer à douter de lui, douter de sa stratégie, remettre tout en question. Et peut-être foutre en l'air 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, peut-être 3 ans de backtest, à se dire finalement que leur stratégie est cassée, elle est foutue, elle ne fonctionne plus. Et c'est dans ces moments qu'on commence à douter, qu'on est vulnérable psychologiquement et émotionnellement, qu'on pourrait être tenté de sortir de son plan, voire pire, de modifier entièrement sa stratégie. Alors pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce que c'est dans les périodes compliquées qu'on éprouve sa robustesse et son plan. Mon plan, c'est le même qu'avant. Il n'y a rien qui a changé. Peut-être en effet le contexte de marché, mais je n'ai pas assez de data pour confirmer cela, pour tirer ce type de conclusion. J'ai en effet des grandes tendances. Je peux comprendre certaines choses. Je peux comprendre que dans les phases d'expansion, ma stratégie fonctionne mieux parce qu'il y a plus de setup ou plus d'occurrence pour un setup à 5R. Par contre, je n'ai pas d'infos sur la récurrence de ce phénomène. Quelle est la récurrence de cette faiblesse de ma stratégie dans les phases de consolidation? Je ne sais pas le dire. Je n'ai pas assez vécu de consolidation et de phase d'expansion pour te confirmer aujourd'hui, là, maintenant, que ma stratégie fonctionne moins bien dans les phases de range. Je n'ai pas de data sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne peux donc pas prendre de décisions rationnelles basées sur une data conséquente. Mon objectif maintenant est de survivre à cette période et de survivre à ces conditions de marché. Aujourd'hui, je dois me concentrer sur mon processus. Je dois absolument, dans ces conditions dégradées de marché, être le plus irréprochable possible. Je dois appliquer mon plan à la lettre, ne jamais sortir de mes conditions d'entrée. Et là, maintenant, en mode survie, c'est la seule chose à laquelle je peux me raccrocher. Parce que je sais au plus profond de moi qu'on ne reste pas indéfiniment dans une phase de range. Et c'est là finalement que le boulot de trader qu'on ne voit pas sur les réseaux commence. Parce que là, moi maintenant, je commence à me questionner sur ma stratégie. Pas que je la remets en question, mais il est grand temps pour moi maintenant de comprendre réellement
comment vit ma stratégie au fur et à mesure des fluctuations du marché. Est-ce que finalement, en phase de range, je dois adapter mon TP? Pourquoi est-ce que je devrais targeter 5R quand on est dans une phase de range, dans une phase de manipulation, dans une phase de consolidation? Est-ce que si j'avais, dans cette phase-ci, adapté mon TP à 2R, 2.5R, 3R, est-ce que j'aurais été plus profitable? Est-ce que j'aurais pu éviter ces 2 mois négatifs? Est-ce que j'aurais pu éviter éventuellement de réduire mon win rate sur ces derniers mois? Quelle est finalement la bonne target à avoir dans mes TP? Est-ce qu'au lieu finalement de changer drastiquement ma stratégie, est-ce que je ne pourrais pas adapter certains paramètres pour augmenter ma rentabilité dans ces phases-ci? Est-ce qu'au lieu de changer ma stratégie, de changer de session, de changer d'actif, est-ce que je ne pourrais pas, tu vois, évaluer, analyser plus en détail les micro-paramétrages que je peux faire dans ces conditions de marché? Donc tu vois, il y a du positif à prendre dans chaque période. Certes, je n'arrive pas à dégager de profitabilité sur les marchés. Par contre, je profite de cette période pour continuer à creuser ma stratégie et d'engranger des données, des datas dans mon backtest. Parce que je sais au plus profond de moi que la rentabilité se définit en années et pas en mois. Cette période est pour moi un test. C'est une période qui est compliquée, mais je vais réussir, je vais survivre. Et tu vois, finalement, au travers de cette vidéo, au travers de ce témoignage et de cette transparence que je t'apporte aujourd'hui, être un trader, c'est un métier qui est très difficile. Mais être constant dans sa rentabilité, ça l'est encore plus. Et aujourd'hui, je te le démontre, par A plus B. Tu vois, très souvent, on n'échoue pas à cause du marché. On échoue à cause de sa psychologie, à cause de ses émotions, à cause de son manque de connaissances, à cause de son manque d'expérience. On échoue parce qu'on fait trop d'erreurs sur les marchés. Mais parfois, dans certains cas, ce sont les conditions de marché qui viennent rajouter une complexité en plus à ton trading. Et finalement, ta stratégie peut être la plus profitable possible. Elle ne s'adaptera pas toujours à toutes les conditions de marché. Et on l'a vu encore aujourd'hui avec ma stratégie. Chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses. Alors évidemment, un trader rentable dispose d'une palette de stratégies, 1, 2, 3 ou plus, en fonction des conditions de marché, dans les phases de range, dans les phases d'expansion, dans les phases de retracement. Peu importe, chaque trader peut déployer une palette de stratégies pour répondre aux différentes conditions de marché. Ces traders-là sont très souvent des traders experts. Ça fait plusieurs années qu'ils sont sur les marchés. Moi, ici, j'essaie de me concentrer sur une seule stratégie et j'essaie déjà de gagner ma rentabilité sur les marchés avec cette stratégie. Donc je ne peux pas me diversifier, je ne peux pas commencer à chasser tous les lièvres. Je dois me focaliser sur ma stratégie. Et comme je l'ai dit, je profite de la période pour compiler un max de données sur ma stratégie. Alors tu vois, je suis obligé d'accepter cette période, même si elle est compliquée. Je suis obligé de l'accepter. Je suis obligé de me focaliser sur ce que je maîtrise, sur ce que je contrôle. Je dois prendre patience. Je sais au plus profond de moi que le trading, c'est un processus long terme et que ce serait complètement illusoire d'attendre des résultats là, maintenant, tout de suite. Surtout dans cette période où finalement les conditions de marché ne sont pas favorables à ma stratégie. Alors j'espère que tu as kiffé la vidéo, j'espère que tu as kiffé le contenu, j'espère que tu as kiffé aussi la transparence, la sincérité que j'ai apportée avec cette vidéo. Je pense faire plus souvent, en tout cas dans mes rétrospectives des mois précédents, sur mes performances et mes résultats des mois précédents, ce lien entre finalement les résultats que j'ai faits et l'évolution du marché. Je pense que ça rajoute vraiment une valeur ajoutée à la vidéo et ça te permet un petit peu de mieux comprendre le contexte dans lequel j'évolue, dans lequel finalement ma stratégie évolue. Dis-moi si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, un like, n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne. C'était Val dans Journal d'un Trader, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, ciao ciao les amis.